Bien le bonjour à vous, amis acheteurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel atelier du Centre national des achats, Université des achats, nouvelle formule, vous le savez, avec des rubriques auxquelles vous commencez à être habitués. Il y a le chiffre du jour, il y a le vrai du faux, il y a la FAQ, il y a ce fameux en bref qui me plaît beaucoup et qui permet de résumer en 30 secondes ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on s'est dit. Voilà pour la structure. Le thème qui nous réunit. Alors le titre est un peu compliqué, je vais essayer de le formuler avec mes mots de Marseillais. Est-ce que les systèmes d'information ne vont pas transformer les métiers d'acheteurs au point de créer des acheteurs augmentés? Voilà la question qu'on va se poser avec nos deux intervenants. Il y a Sabrina Sadoudi qui est à côté de moi, qui est directrice achat du groupe Fichet. Comment ça va? Ça va très bien. Nous aussi, on est tellement heureux de vous avoir avec nous. Alors, Fichet, on a l'impression que tout le monde connaît. C'est la sécurisation du bâtiment, c'est la sûreté, c'est les coffres-forts, des armoires aussi. Vous équipez des ambassades, des banques, des hôpitaux. C'est plus de 200 ans d'ancienneté, d'histoire et d'expérience et 800 collaborateurs. Vous êtes implanté essentiellement en France, mais si j'ai bien compris, la société se développe un peu partout, Luxembourg, Belgique, Dubaï, Maroc. Tout à fait. Bref, un fleuron français qui illustre bien cette expression des racines et des ailes. Tout à fait. Ça vous va comme ça? Exactement. Vous avez bien résumé. Bon. Et puis Cédric Guillouet qui est avec nous. Bonjour. Il est directeur du consulting chez Oxalis. Alors Oxalis, éditeur de Suite Achat, 40 collaborateurs, des clients essentiellement ETI et PME. Vous êtes présent, évidemment, vous aussi, sur le marché français, mais vous avez un pied en Afrique du Sud et un autre en Italie. Et la société a été créée il y a 30 ans. Alors, j'ai reformulé le titre de notre rendez-vous. En toile de fond, il y a les transformations du métier d'acheteur liées à ces systèmes d'information, dont vous êtes un des représentants. Et on va s'interroger sur savoir si l'acheteur va devenir un acheteur augmenté. Quel est l'enjeu pour vous, au fond, avant même de démarrer? Le premier enjeu, c'est d'abord que les directions achats, en général, c'est un peu les parents pauvres des entreprises. Ça veut dire que c'est compliqué d'embaucher, d'avoir des nouveaux acheteurs. Donc, à un moment donné, quand on a des ressources qui sont là, l'objectif, ça va être d'essayer d'augmenter, entre guillemets, leur capacité à traiter plus d'achats. Et pour ça, l'axe, entre guillemets, de déploiement d'un système d'information, ça va être de leur libérer du temps pour pouvoir se consacrer à ce qui fait la valeur ajoutée d'un acheteur. Et ce qui fait la valeur ajoutée d'un acheteur, on le verra plus tard, mais c'est effectivement pas forcément d'aller relancer systématiquement le fournisseur, pas forcément effectivement de faire des tableaux Excel dans tous les sens, mais pouvoir s'appuyer sur des données qui lui arrivent un peu tout cru, pour pouvoir faire l'analyse et effectivement monter les stratégies qui vont bien pour pouvoir travailler avec ses fournisseurs. Vous partagez? Je partage. Aujourd'hui, on a effectivement, comme le dit Cédric, une vraie contrainte en termes de recrutement. Donc, on doit faire avec ce que l'on a. On a des équipes qui sont dimensionnées comme elles le sont. Et finalement, on cherche, grâce à des systèmes d'information, des outils qui nous permettent vraiment de donner de la valeur ajoutée au métier d'acheteur. Et donc là, de centraliser finalement les vraies actions à valeur ajoutée, notamment la mise en place de vraies stratégies achats, la mise en place de discussions de fond avec les fournisseurs, plutôt que d'aller traiter du fichier Excel, comme ça a été dit, ou d'aller chercher la donnée d'entrée, parce qu'on est très dépendant de la donnée d'entrée pour pouvoir déployer derrière des stratégies. Et les systèmes d'information aujourd'hui sont hyper importants dans toutes les structures achats. Le dire, c'est bien. Le prouver, ça sera mieux. On va le faire déjà avec le chiffre du jour. Alors, il s'affiche à l'écran. Vous deviez choisir un chiffre qui vous paraissait illustrer l'enjeu de notre atelier. Vous avez choisi 25%. Pourquoi ? Alors 25% aujourd'hui, c'est ce que l'on considère comme étant le pourcentage de l'activité d'un acheteur au traitement de la donnée, qui pour nous est essentiel, mais qui finalement, si on ne l'a pas correctement traité, correctement capté, ne permet pas de pouvoir déployer des vraies mises en place de stratégies, des vraies discussions et de la vraie gestion de la relation client-fournisseur. Et donc le 25% aujourd'hui, c'est le temps estimé que l'on a avec des acheteurs qui traitent l'information, viennent remplir des documents et des fichiers qui finalement derrière permettent la prise de décision sur des stratégies que l'on veut mettre en place. Et donc aujourd'hui, ce chiffre qui est autour de 25%, c'est un chiffre théorique.
Dans certaines structures, ça peut être davantage. Ça dépend de la maturité des achats que l'on connaît dans chaque structure et dans chaque entreprise. Mais aussi, ça dépend aussi de la stratégie achat que l'on veut mettre en place dans une culture globale d'entreprise. Donc, ce chiffre aujourd'hui, c'est un chiffre moyenné. Il y a des entreprises qui sont plus autour de 40 et des entreprises qui sont très matures aujourd'hui, qui sont plutôt autour de 10, 15, 20%, parce qu'il y a l'usage d'outils qui permettent de réduire. Beaucoup, 25% de son temps passé à traiter des... C'est beaucoup, et ce temps finalement passé à traiter de la donnée et de l'information, c'est pas du temps où on peut déployer, où on peut vraiment aller chercher de la stratégie et de la performance achat. Bien, on va tout de suite tordre le cou à quelques idées reçues. Le vrai du faux. Je vous lance une affirmation, vous me dites si elle est vraie, si elle est fausse, si la vérité se situe au milieu des deux, et vous argumentez. Première affirmation, l'acheteur augmenté est un acheteur plus intelligent. Alors ? Non, désolé. Désolé, l'acheteur augmenté n'est pas plus intelligent. Ça va dépendre d'un petit peu de sa culture de départ. Dans certaines entreprises, l'acheteur est encore le demandeur, celui qui a le besoin. En gros, il n'y a pas de fonction d'achat. Et celui-ci, malheureusement, c'est pas parce qu'on va l'outiller qu'il va être plus intelligent. Éventuellement, ça va l'aider. Donc l'idée, c'est vraiment de positionner cette intelligence ou cette amélioration en fonction de qui est cet acheteur. Si vous êtes un acheteur un peu plus puissant, on va dire, si vous avez déjà la possibilité de faire des stratégies d'achat, comme le disait Sabrina, là, effectivement, vous allez pouvoir bénéficier d'un apport d'information du système d'information, mais c'est parce que vous êtes d'abord intelligent que vous allez pouvoir mieux utiliser les informations qui vous sont fournies par le système d'information, parce que vous allez bien maîtriser le métier, donc vous allez pouvoir exploiter, et comme vous allez gagner du temps sur tout ce qui était un petit peu sans valeur ajoutée, vous allez pouvoir vous consacrer à plus de familles, vous allez pouvoir traiter plus d'achats, et quelque part, vous allez pouvoir faire plus de stratégie et de performance à l'achat. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec ça, et aujourd'hui, c'est deux éléments qu'il faut bien prendre en compte. C'est l'acheteur lui-même, il y a une vraie valeur humaine, et une vraie connaissance du métier, et derrière, c'est les outils qui permettent finalement d'avoir les compétences d'un individu qui permettent d'être décuplés par rapport au fait qu'on ait des vrais outils qui permettent de retraiter les éléments et d'aller déployer et chercher l'information qui va permettre, encore une fois, d'avoir cette discussion et cette relation avec les fournisseurs externes pour pouvoir utiliser et vraiment avoir cette notion d'acheteur augmenté. Alors, je précise, j'aurais dû le faire dès le début, je suis impardonnable, que vous avez la possibilité de vous adresser aux intervenants. Des équipes sont derrière des ordinateurs et s'apprêtent à répondre à toutes vos sollicitations si vous utilisez le chat qui est sur cet écran normalement, et vous savez le faire, donc n'hésitez pas, vous aurez toutes les réponses. Nous sommes en train d'aborder la question de l'acheteur augmenté, dont vous avez bien compris qu'il ne s'agissait pas d'un acheteur qui avait bénéficié d'une augmentation de salaire. Que les choses soient très claires entre nous. On passe à la deuxième affirmation. L'acheteur augmenté est à la hauteur de la maturité achat de son entreprise. Alors, peut-être que d'abord, il faut expliquer ce que c'est que la maturité achat, parce que quelque part, ça va vraiment dépendre de ça. La maturité achat, elle va le démarrer à « il n'y a rien, il n'y a pas de système d'information, il n'y a pas d'achat ». Je vous parlais tout à l'heure de l'acheteur qui était le demandeur et qui passait les commandes. Ça, c'est quand on est au niveau 0. Dans certaines entreprises, il n'y a pas de commande. Ça paraît tout bête, mais ces gens-là, ils n'ont pas de commande. Et le seul lien qu'ils ont avec le fournisseur, c'est la facture. Donc, il y a un traitement de facture. Les factures arrivent chez le client. Et puis, quelque part, on cherche qui a engagé la dépense. Ça, c'est le niveau 0 des achats. Et il y a encore beaucoup de sociétés. Alors, les plus grandes, on va dire, elles l'ont plus. Mais il y a encore beaucoup de sociétés où, en fait, l'acte de juste faire une commande pour engager, c'est pas forcément systématique. Et puis après, vous allez avoir ceux qui vont effectivement professionnaliser, qui vont faire venir une direction achat, une directrice achat, une équipe achat, qui vont se poser la question avec quel fournisseur ils vont pouvoir travailler. Donc là, évidemment, on voit que là, on va avoir plus d'informations à traiter, on va devoir gérer des fournisseurs, on va gérer des informations, on le verra un peu plus tard. Et puis, il y a ceux qui ont vraiment une vision où les fournisseurs sont partie prenante de la stratégie de mon entreprise. Pourquoi ? Parce qu'ils amènent de l'innovation, parce qu'ils amènent des idées, parce qu'éventuellement, je vais m'appuyer sur eux. Donc, on voit bien qu'en fonction de la maturité achat de l'entreprise va être prête ou non à investir. Dans le premier cas, éventuellement, si c'est les utilisateurs, on mettra peut-être ce qu'on appelle un P2P, c'est-à-dire un outil qui va permettre d'exprimer des besoins et de faire un workflow de validation auprès de l'ensemble de l'équipe managériale de la personne qui commande. Dans la partie où, effectivement, on veut intégrer la stratégie de l'entreprise, on va avoir beaucoup plus d'investissement. Il va falloir gérer les fournisseurs, gérer la qualité du travail des fournisseurs, tout un tas d'éléments qui font qu'on va avoir besoin de plus de systèmes d'information. Donc, forcément,
Une entreprise qui serait faiblement mature, elle n'a pas forcément envie d'investir des milliers et des cents dans un système d'information parce qu'elle n'a pas compris encore la valeur de l'achat. Par contre, une entreprise qui a des besoins justement de s'assurer que ses fournisseurs alimentent entre guillemets sa stratégie, va être en tout cas plus ouverte. Si vous mettez beaucoup d'argent sur une entreprise qui n'a pas de ressources, vous allez avoir un acheteur qui va peut-être avoir des super moyens, mais au final, il va pas s'en servir parce qu'en fait, il aura aucunement besoin de traiter ses fournisseurs puisque tout le monde achètera ce qu'il veut et engagera dans son coin les différents sujets. Donc vraiment, c'est important d'adapter. L'acheteur augmenté, il va être à la hauteur de la maturité achat parce que c'est pas parce que vous allez lui mettre plein d'outils. Si cet acheteur est dans une entreprise faiblement mature, quelque part, il n'aura pas besoin de ces outils ou en tout cas, il va être surdimensionné. C'est un peu... Fichier est très mature. Je dirais pas que Fichier est très mature d'un point de vue achat. Aujourd'hui, on est dans une vraie logique de transformation du groupe. Et donc, il y a une volonté aujourd'hui des dirigeants de Fichier d'avoir une direction achat consolidée, puisqu'on a quand même 2 usines en France. On a le siège qui est dans la région parisienne. Et donc, il y a des achats qui doivent vraiment être consolidés. Et aujourd'hui, on a des outils qui existent. On a des systèmes d'information existants qu'il faut upgrader, qu'il faut améliorer pour, encore une fois, chercher de l'efficacité et de l'efficience sur le métier d'acheteur. Et cette logique-là, je rejoins Cédric. C'est-à-dire qu'en fonction de la maturité des achats dans l'entreprise, en fonction aussi, encore une fois, de ce que veut faire l'entreprise par rapport à cette direction achat, les orientations vont être différentes. Et ça, c'est important de bien le mesurer et de bien l'appliquer au sein des directions. Conseil d'éditeur, du coup, si vous voulez à un moment donné outiller votre fonction achat, posez-vous bien la question d'où est-ce que vous êtes. Ça sert strictement rien, effectivement, à se suréquiper. Mais par contre, c'est important d'avoir la trajectoire, notamment d'outiller avec les bons outils en fonction du moment où vous êtes dans la vie de l'entreprise et dans la vie des achats. Oui, autrement, l'investissement peut être inutile ou pas optimisé. Exactement. L'acheteur augmenté est un chef de projet. Cette question, elle est revenue à plusieurs reprises. L'acheteur augmenté est un chef de projet. Vrai, faux? Les deux. Alors d'abord parce qu'en fait, aujourd'hui, à partir du moment où il y a un acheteur dans une entreprise, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde dans l'entreprise. Tout le monde a des besoins dans l'entreprise. Donc les besoins, c'est des prescripteurs qui vont les éditer, c'est des demandeurs. Parce que pour travailler, effectivement, un administratif, il va avoir besoin de stylos, de crayons, il va avoir besoin que les locaux soient propres. Donc forcément, tout de suite, on s'aperçoit qu'il y a des vrais sujets. Et l'acheteur, il va devoir parler à ces gens-là pour comprendre c'est quoi leurs besoins. Il va avoir besoin de parler au bureau d'études dans une entreprise industrielle, parce que c'est eux qui vont exprimer des besoins, c'est eux qui vont faire les plans, les cahiers des charges, qui vont permettre à un moment donné à l'acheteur d'aller consulter. Il va devoir parler aux fournisseurs, parce que là aussi, c'est pareil, il va devoir interagir avec eux en amont de la relation, au moment du onboarding, on le verra un peu après, au moment où effectivement on travaille avec ce fournisseur quand il n'est pas bon, il faut qu'on puisse effectivement mettre en place des plans d'action. Donc forcément, l'acheteur est un chef de projet. Sauf que quand il n'est pas outillé, cet acheteur, il a des fichiers Excel, il aime bien les fichiers Excel, l'acheteur, il a des tâches, il a des deadlines ou des jalons, on va dire, parce que je voudrais pas être trop anglophone sur mes expressions, mais en fait, il va devoir effectivement avoir toute une comptabilisation d'informations dans différents supports. Et effectivement, le fait d'être supporté par un SI, il va pouvoir gérer beaucoup plus d'actions, il va pouvoir avoir des alertes, ça va pouvoir l'informer effectivement qu'il a des choses à faire ou qu'il attend des choses. J'ai bien compris, il est chef de projet dès lors qu'un système d'information a été installé, sinon il ne l'est pas. Et si, il l'est, mais il l'est manuellement, donc c'est juste beaucoup plus compliqué. On revient toujours sur cette notion d'acheteur augmenté qui est surtout, on le libère entre guillemets de la vérification que les tâches sont faites, mais par contre on informe les bonnes personnes pour les relancer quand c'est nécessaire, afin qu'ils soient au top du top à tout moment, quoi. On enchaîne, si vous voulez bien, avec la foire aux questions, la FAQ. Quelques questions qui pourraient nous permettre d'avoir une vision à peu près claire sur le sujet qui nous rassemble. La première de ces questions, dans le cadre de la transformation et du développement d'une entreprise, est-ce que la digitalisation des achats s'impose? Sabrina. Je vais répondre oui, parce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on cherche tous, toute structure, que ce soit dans les achats ou dans n'importe quelle direction d'une entreprise, on cherche à être efficace. On cherche à être efficient et à gérer le plus de sujets avec le temps qui nous est imparti. Donc aujourd'hui, la digitalisation, elle s'impose pour tous les départements de l'entreprise. Et moi, si je prêche pour ma paroisse, pour les achats. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des systèmes d'information pour accompagner le développement des entreprises, pour accompagner cette notion au sein des achats, d'avoir la réduction des coûts, c'est même pas une réduction des coûts, c'est d'acheter des choses, des produits ou des services dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, la digitalisation, ça permet, encore une fois, de gagner en efficacité et de donner des outils nécessaires
à l'acheteur, qui est aujourd'hui le point d'entrée finalement de tous les maillons de l'entreprise. C'est-à-dire que effectivement, on va parler avec le bureau d'études, le marketing, le commerce, les Rien fournisseurs. n'était digitalisé chez vous, chez Fichet ? Et on commence à lancer cette digitalisation dans différents services. Il y a des choses qui sont déjà appliquées. Et aux achats, aujourd'hui, on a cette volonté d'aller vers de la digitalisation, d'utiliser des systèmes qui permettent, encore une fois, d'aller optimiser des choses et de traiter l'information interne, mais aussi de déployer avec les personnes en Et c'est vécu comment en interne ? Ça couine, ça grince ? Alors oui, ça peut couiner, ça peut grincer, parce qu'on l'a dit, c'est une entreprise historique, 200 ans d'histoire. Il y a des pratiques qui sont depuis longtemps celles qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, il y a forcément du changement et de la stratégie de changement, de la coordination aussi entre les différents services. Et donc, forcément, ça prend du temps. Mais on voit qu'il y a un réel intérêt aujourd'hui à digitaliser les processus pour pouvoir chercher, encore une fois, cette optimisation et que tout le monde y adhère. En d'autres termes, en 2023, on ne peut plus faire autrement. C'est ça que vous êtes en train de dire ou pas ? Je vais pas aller jusque-là, on ne peut plus faire autrement. Il y a des choses qui fonctionnent, et heureusement, sinon beaucoup d'entreprises seraient aujourd'hui pénalisées. Mais on essaye d'aller utiliser l'existant pour pouvoir le mettre dans un cadre digital qui permet, encore une fois, de retraiter l'information et de donner les moyens d'agir vite, finalement. La plus grande des richesses, finalement, c'est le temps, contrairement à ce qu'on peut penser. Et le temps, aujourd'hui, finalement, c'est aussi de l'argent. Et donc, plus on va mettre les moyens pour pouvoir gérer le maximum de sujets sur un temps qui nous est imparti, plus on va pouvoir permettre d'évoluer et de faire évoluer l'entreprise. Vous avez noté ce que dit un acheteur, la plus grande richesse, c'est le temps. Le ronsard des achats. Le temps qui passe, c'est le temps qui reste. Histoire de plomber un peu l'ambiance. Sur cette question, vous avez une remarque ? Non, mais c'est vrai que quand on arrive dans une organisation achat qui n'est pas du tout outillée, c'est un peu la proie et la bannière pour savoir qu'est-ce qu'on achète. Les seules sources d'informations en général qui sont propres chez les clients et quasiment chez tous les clients, c'est la base comptable, puisqu'en fait on enregistre systématiquement les factures. Par contre, la base comptable ne suffit pas, contrairement à ce que les DAF parfois peuvent croire, ne suffit pas en fait à savoir ce qu'on achète. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir outiller la fonction achat avec cette notion de famille d'achat, avec cette notion de fournisseur, justement pour être capable de retrouver ses petits et prendre les décisions. Alors les fournisseurs, parlons-en. Question suivante. Opérationnellement, quelles sont les étapes du sourcing fournisseur et la valeur ajoutée dans ce domaine du sourcing de la digitalisation ? On va parler un petit peu théorique. Ce qui est théorique, mais que finalement on applique de manière très générale dans les achats, c'est qu'on va identifier un besoin, on a un prescripteur interne, que ce soit un prescripteur de production ou un prescripteur plutôt ce qu'on appelle hors production, parce qu'on essaye de catégoriser aussi les achats. Et donc finalement, les étapes de sourcing, elles sont connues. On a besoin de ce prescripteur, de cette définition du besoin, et derrière, on va dérouler. Donc l'acheteur déroule un processus qui permet de définir le cahier des charges, de chercher et de trouver un panel fournisseur qui puisse répondre à ce besoin-là, mais qui puisse répondre à ce besoin en fonction d'un certain nombre de critères de sélection fournisseur. C'est-à-dire ? On va chercher le fournisseur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la relocalisation de nos fournisseurs, puisque il y a eu des périodes où on allait chercher des fournisseurs à bas prix. Finalement, aujourd'hui, on a une vraie volonté et beaucoup d'industriels français cherchent à relocaliser les achats et les fournisseurs en termes de production. Donc, on va chercher en fonction de critères de localisation, en fonction de critères de qualité, en fonction de critères de prix. Voilà, c'est vraiment les gros. Et tous les fournisseurs ne méritent pas la même attention. Non, tous les fournisseurs ne méritent pas la même attention dans le sens où on va, en fonction de notre besoin identifié, sélectionner des fournisseurs dans notre panel qui vont, encore une fois, répondre à notre besoin. Il y a des fournisseurs qui vont être des très grands fournisseurs majeurs sur le marché, mais qui, pour une certaine structure, ne pourront pas répondre. Vous pouvez donner un exemple avec Fichet, tiens. Aujourd'hui, on a des fournisseurs de matières, par exemple. Aujourd'hui, c'est une très problématique, la fourniture de matières premières. Et donc, il y a eu à un moment la volonté d'aller chercher de la matière première loin, à un certain montant, que finalement on gagnait en termes de coût en TCO, le coût rendu chez nous. Et puis finalement, on se dit qu'il y a une vraie stratégie à mettre en place pour revenir à des fournisseurs qui soient franco-français ou européens et d'aller chercher et d'aller négocier des prix qui soient les plus compétitifs possibles en fonction de cette contrainte-là. Et quelle est la plus-value de la digitalisation alors ? La plus-value de la digitalisation, c'est déjà d'analyser notre structure propre. On a besoin de faire le bilan de ce que l'on fait aujourd'hui dans notre structure achat pour se dire
quelles sont les orientations de demain. La digitalisation permet de capter l'information interne pour se dire, voilà, aujourd'hui j'ai un panel qui est peut-être, je dis des chiffres au hasard, ce n'est pas les chiffres de fichier, mais qui est aujourd'hui peut-être à 80% européen, les 20% restants, est-ce qu'il y a un intérêt à rester sur des fournisseurs qui sont en dehors de l'Europe, parce que finalement je me rends compte que mon coût complet n'est pas forcément le plus optimisé possible. Donc la digitalisation permet d'avoir toutes ces informations pour donner une orientation stratégique. Là, vous buvez du petit lait. Oui. Alors, sachant qu'il y a effectivement toute cette information qui est directement liée à mon besoin et aux fournisseurs qui vont répondre à mon besoin, mais il y a aussi les sources d'informations externes que je vais pouvoir intégrer dans mon système d'information. Donc, ça veut dire qu'effectivement, pour trouver des fournisseurs, on peut aussi bien aller faire les pages jaunes. Alors, ça, c'était un peu l'historique. On allait sur les pages jaunes pour trouver des fournisseurs. Maintenant, avec nos outils ou avec des enrichisseurs de données, on est capable de capter un peu d'informations et ça facilite effectivement la vie des achats, j'aurais tendance à dire. Après, derrière, il y a vraiment deux notions aussi de fournisseurs où il y a des fournisseurs qui sont très stratégiques où une fois qu'on va les choisir, on va travailler longtemps avec eux. Quand vous êtes dans une industrie où vous faites des outillages particuliers pour votre besoin, une fois qu'ils sont là, vous allez forcément devoir vivre 3, 5, 10, 15 ans si on prend les pièces détachées, vous allez devoir vivre longtemps avec eux. Donc forcément, vous devez vous assurer que financièrement, ils sont viables. Qualitativement, ils sont certifiés. Donc toute cette mécanique entre guillemets que doivent mettre en place les achats, elle est ultra contraignante, contraignante ou pas. D'autant plus si ces fournisseurs-là sont rentrés dès le début du processus, c'est-à-dire que s'ils ont participé et en plus à l'élaboration du cahier des charges, ça devient même plus des fournisseurs stratégiques, ça devient des partenaires. Et les partenaires aujourd'hui, c'est des partenaires où on recherche de plus en plus à avoir des partenaires sur du long terme. Donc capter cette information pour trouver dans un process de sourcing les fournisseurs qui peuvent en plus devenir partenaires, c'est très important aujourd'hui pour pouvoir avoir cette vision un peu moyen-long terme. Troisième question. Comment les systèmes d'information facilitent-ils le onboarding des fournisseurs ? Onboarding, comme son nom ne l'indique pas, c'est pour faire monter les fournisseurs avec nous. On parlait des partenaires qui vont vivre avec nous longtemps, mais il y a aussi toutes ces petites entreprises qui vont venir faire une prestation, nous fournir un produit catalogue aussi, les marketplaces qui fournissent des catalogues. Cela, à la limite, on n'a pas trop de temps à y passer. D'accord ? Il faut que l'entreprise existe, il faut qu'elle soit éventuellement en bonne santé, mais j'aurais tendance à dire, on ne va pas passer trop de temps. Donc tout ce qu'on va pouvoir automatiser pour s'assurer que l'entreprise existe, pour s'assurer qu'effectivement elle est bonne santé, pour s'assurer éventuellement qu'elle n'est pas trop dépendante d'ailleurs, parce que ça peut avoir une importance, on la met, c'est automatique et les personnes vont pouvoir passer les commandes sans souci. Tous les autres, parce qu'en fait, quelque part, quand on est aux achats, ce qui nous intéresse, c'est tous ceux que l'on va devoir accompagner dans le temps. Ceux que l'on va faire monter, il faut effectivement qu'on récupère cette information. Des solutions comme Oxalis et de manière générale, les éditeurs vont pouvoir effectivement aller chercher les enrichisseurs de données. Des gens comme e-attestation, c'est des gens qui vont fournir les données, le CABIS, les assurances, toutes ces informations. Ça veut dire qu'on ne va plus voir le fournisseur ? Surtout pas. Ça veut surtout dire qu'on va surtout ne pas le voir pour lui demander des papiers, mais le voir pour, entre guillemets, éventuellement s'interpeller des documents qu'on a pu recevoir ou des informations qu'on a en notre possession. C'est ça qui est important. L'idée, c'est de passer plus de temps, entre guillemets, pour discuter avec le fournisseur du contenu de ces informations qu'on a captées, plutôt que juste demander ces informations. Et ça, c'est extrêmement important. Bien. Quelque chose à ajouter, non ? Encore une fois, ce qui est important dans ce onboarding, c'est de garder du temps et cette valeur ajoutée de l'acheteur pour vraiment définir la communication et la relation que l'on veut mettre en place. Donc, tout ce qui est en amont, finalement, de cette captation d'informations, ça nous permet vraiment de travailler dans la communication et dans ce que l'on souhaite mettre en place avec le fournisseur pour définir les achats d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et le système d'information va permettre aussi de capter l'information en interne, parce que les achats, ils décident pas de tout. Il va falloir aussi convaincre les partenaires internes de travailler avec les fournisseurs que je choisis. Donc toute cette notion aussi collaborative d'aller chercher des évaluations pour avoir, entre guillemets, la réflexion de mes prescripteurs, est-ce que je suis prêt ou pas à travailler avec celui-ci, c'est important parce qu'au moins l'acheteur n'est pas le seul, entre guillemets, à choisir, mais c'est bien une équipe qui va choisir l'acheteur avec effectivement les futurs utilisateurs. Une fois, on passe plus de temps à négocier en interne que de négocier avec nos fournisseurs. Parce qu'il y a besoin de faire en sorte que tout le monde adhère à un projet. De onboarder les collègues de travail, c'est ça. Alors, on enchaîne. Les systèmes d'information permettent-ils d'optimiser la mise en concurrence des fournisseurs ? Alors, j'aurais tendance à dire oui, si elle est bien utilisée. Donc, aujourd'hui,
les SI permettent de capitaliser de l'information, capitaliser de la donnée. On a cité tout à l'heure des informations financières sur les fournisseurs, des informations sur leur santé financière, des informations sur leur structuration, des informations sur leur organigramme aussi. On peut avoir énormément d'informations grâce à des SI qui nous permettent finalement de benchmarker entre fournisseurs, ce qui aujourd'hui est le plus important pour nous. Encore une fois, on a parlé tout à l'heure de critères. Donc les critères vis-à-vis de l'organisation structurelle d'un fournisseur plutôt qu'un autre, les critères d'organisation industrielle d'un fournisseur plutôt qu'un autre. Donc toutes ces informations qui sont captées via DSI nous permettent déjà de faire un premier filtre finalement dans la mise en concurrence. Et les fournisseurs que l'on pourrait choisir plutôt qu'un autre par rapport à ces critères permettront de viser juste par rapport à un besoin du prescripteur interne et juste par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place. Là, on parle des appels d'offres, là. Oui, des appels d'offres à mise en concurrence. Ça peut être sur des appels d'offres majeurs, mais ça peut être aussi lorsque l'on cherche à ressourcer quelque chose qui est déjà existant. On a beaucoup de ce type de sujet aujourd'hui. On va chercher à ressourcer un fournisseur ou à mettre un fournisseur qui est aujourd'hui monosourcing, donc on achète chez un seul fournisseur aujourd'hui, et on se dit que pour sécuriser, parce qu'on a une gestion du risque dans les achats, on a besoin de sécuriser en allant chercher des fournisseurs avec un panel un peu plus élargi et pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et donc cette mise en concurrence, elle est importante. À partir du moment où vous captez en fait de l'information pendant ces phases d'appel d'offres, et il y a une notion en fait qui est importante dans les achats, c'est le cost breakdown, c'est la décomposition des coûts. Comprendre effectivement ce qu'on achète au travers des fournisseurs, c'est le fait de leur demander de décomposer leur prix. Une fois que vous avez compris comment ils construisent leur prix, ça vous permet éventuellement d'anticiper. Alors, quand on parle de matières premières, de se dire s'il y a une augmentation de la matière pétrole par exemple, on peut imaginer que toutes les matières premières vont augmenter. Ça permet d'anticiper entre guillemets des risques liés aux fluctuations de ce type de marchandises. Donc, en ayant cette décomposition, si le fournisseur veut bien la fournir, et alors là, ça dépend du poids que vous pouvez avoir, parce que c'est vrai que c'est compliqué, ça permet effectivement de faciliter ça. Maintenant, le seul sujet qu'on va pouvoir, la seule difficulté qu'on va pouvoir avoir, c'est effectivement le fait qu'ils ne le veulent pas. Et en termes de système d'information, c'est comment je récupère cette information. Aujourd'hui, les systèmes d'information tels qu'ils sont faits sont là pour consulter. À l'instant immédiat, on va comparer et choisir un fournisseur. La donnée qui aura été collectée pendant cette phase-là, elle disparaît. En tout cas, elle disparaît pas parce qu'elle existe toujours dans les systèmes d'information, mais elle n'est pas capitalisée pour pouvoir justement avoir des effets de masse en se disant, si le pétrole il prend 5%, j'ai 30% de pétrole dans toutes les matières de tous mes fournisseurs, alors je vais avoir un impact. Et ça, c'est peut-être effectivement ce qui pourrait donner un meilleur poids à ces outils. La question était des services permettent-ils d'optimiser la mise en concurrence des fournisseurs? Est-ce qu'on dit un mot des enchères numériques ou pas? Alors on peut dire, oui, parce qu'en fait je pense qu'on est assez aligné sur cette partie-là. Des enchères pour un produit extrêmement standard, normé, pourquoi pas? Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de risque lié à ça, on pourrait le faire. Après derrière, ça reste quand même un échange avec 2, 3, 4 fournisseurs qui vont se battre sur un produit très standard, et du coup, dès qu'ils vont pouvoir effectivement faire une économie de productivité, s'ils n'ont pas assez de marge, ils vont le faire. Donc, moi, je suis pas forcément très favorable. C'est un peu le système ancien, ça, non? On fait baisser les prix, c'est que ça, non? Oui, alors là, pour le coup, on est vraiment sur du prix. On n'est plus du tout sur cette logique-là aujourd'hui. Alors, tout ce qui concerne les enchères, je pense que sur des achats de production, où finalement, il y a un cahier des charges, il y a une définition technique, une spec, comme on dit dans les achats, une spécification, ça ne peut pas fonctionner. Parce que derrière, il y a cette relation et ces échanges qui permettent d'aller trouver le bon produit et de finalement avoir ce support technique vis-à-vis des fournisseurs. Les enchères ne permettent pas ça. Donc aujourd'hui, il y a des produits vraiment, ce qu'on dirait, encore une fois, j'utilise du jargon achat, mais des achats sur étagère. C'est-à-dire qu'on achète un produit qui est fabriqué, la spécification elle est figée, et aujourd'hui ça fonctionne d'avoir ce type d'enchères. Sur des achats finalement où on est vraiment très intrusif dans le cahier des charges, où on va développer avec le fournisseur, et en plus de ça, notre rôle des achats c'est aussi de comprendre le fameux cost breakdown. Il faut qu'on comprenne tous les inducteurs de coûts pour pouvoir acheter dans les meilleures conditions et faire bénéficier de cette valeur ajoutée des achats. Et donc les enchères aujourd'hui c'est quelque chose qui existe, qui se développe, mais sur une certaine catégorie d'achats. C'était très clair. Question suivante. Quel rôle peut jouer un système d'information dans l'établissement du contrat entre le fournisseur et l'acheteur? Alors, le contrat, c'est une partie importante finalement du métier d'acheteur. Il y a toute cette phase de négociation, il y a toute cette phase où on va aller chercher la compétitivité chez le fournisseur, mais il y a aussi un besoin de contractualiser ça dans un cadre légal,
qui permettent aussi, encore une fois, cette gestion du risque et cette couverture du risque. Et donc, les achats aujourd'hui ont un certain nombre d'outils. Certaines entreprises sont dotées aussi de services juridiques ou de services, en tout cas, pour gérer cet aspect contractuel. Le système d'information, encore une fois, permet d'avoir un certain nombre d'éléments contractuels. Le numéro de tirette du fournisseur, la structure, la domiciliation. Voilà, ça permet de capter des informations qui sont, entre guillemets, générales. Par contre, le corps du contrat, c'est forcément une négociation et c'est forcément une affaire de communication entre les deux parties. Donc, il y a ce besoin d'utiliser des SI pour alimenter finalement cette mise en place de contrat, mais derrière, il faut toujours avoir quelqu'un qui va tirer la pelote pour pouvoir mettre en place. Le SI propose des contrats types ou des choses comme ça. Alors, il propose des contrats types. Éventuellement, il y a certains systèmes d'information qui vont permettre de suivre les discussions entre les juristes, parce qu'en fait, une fois que les acheteurs sont entre guillemets d'accord les uns entre eux, enfin l'un et l'autre, forcément il y a les juristes qui doivent se mettre d'accord. Donc il y a cette notion entre guillemets. Alors ce que fait très bien Word d'ailleurs, le suivi des modifications, le qui a modifié quoi, quand, pour dire je valide pas. Mais il faudrait pas non plus penser que ça permet de résoudre le sujet. C'est-à-dire que il faut quand même que les gens se parlent. Donc quand on dit le système d'information supporte la démarche, facilite entre guillemets le traitement, mais dans tous les cas n'interdit pas et ne supprime pas les discussions qu'il peut y avoir avec des juristes à ce moment-là de l'affaire. Et puis après, une fois qu'on a le contrat, quand même, il y a aussi cette notion le système d'information permet d'utiliser le contrat. Donc, quand on est sur des matières ou quand on est sur des produits, à un moment donné, vous allez pouvoir, grâce à votre système d'information, mettre à disposition de tous les utilisateurs de l'entreprise le prix que vous avez négocié. Donc, quelque part, il y a le contrat, le cadre complet, et puis il y a, dans le détail en général, il y a qu'est-ce qu'on a acheté dedans avec des prix. Ça, c'est ce qu'a négocié les acheteurs. Aujourd'hui, les systèmes d'information permettent de mettre à disposition de l'utilisateur final le prix du produit qu'il a approvisionné, avec éventuellement des délais de paiement, avec éventuellement des pénalités de retard s'il y en a de négocier. Et ça, c'est visible, c'est important, parce que l'utilisateur qui est au fond de son usine, il n'a pas besoin de savoir tout le contenu qui a été négocié par les juridiques et puis par les achats. C'est important. Donc, on lui met à disposition cette partie-là. Après, on parle de l'établissement du contrat, on aurait pu parler du suivi du contrat, de l'échéance du contrat. C'est l'étape d'après. C'est ça. Alors, tiens, question suivante. Piloter les fournisseurs au quotidien, quels indicateurs pour quelles attentes, Sandrine? Alors, encore une fois, tout dépend de la structure. Les indicateurs des uns ne sont pas les indicateurs des autres. Tout dépend de ce que l'on veut suivre. Quel indicateur on va devoir tirer vers le haut, surtout. Donc, les indicateurs, aujourd'hui, il y en a différents. Il y a des indicateurs par rapport à la compétitivité de nos fournisseurs. Il y a des indicateurs qui sont liés à la qualité et la prestation que le fournisseur va pouvoir nous fournir. Il y a des indicateurs avec des taux de service, par exemple, taux de service sur la supply chain, des taux de service sur la qualité, on l'a cité. Et voilà, donc, globalement, il y a différents indicateurs qui sont propres à la décision stratégique d'une direction achat. Et finalement, ce que j'ai cité, c'est pas uniquement les achats. La supply chain, la qualité, ça prouve bien, encore une fois, que les achats sont le point d'entrée, finalement, de énormément de services de l'entreprise. Donc, ces indicateurs doivent être mis en place, doivent être suivis, doivent être maîtrisés. Les systèmes d'information permettent, quand ils sont très bien déployés, de capter ces informations-là et, grâce à ces indicateurs, de savoir chez quel fournisseur on va plutôt aller discuter d'aspects qualitatifs, d'aspects logistiques, d'aspects, encore une fois, gestion du prix et gestion des conditions de contrat. Donc, ces indicateurs-là sont mis en place pour pouvoir aller, encore une fois, gérer la relation client-fournisseur et aller dégager de la performance pour l'entreprise. D'autres informations sur cette question ou pas? Non, mais en fait, c'est très vite, on passe à comment le système d'information va faciliter, entre guillemets, le monitoring de ce fournisseur. C'est la question d'après. Mais je pense que ça complète, entre guillemets, le dispositif. Aujourd'hui, en général, dans les entreprises, il y a déjà des outils qui sont implantés. L'avantage, à un moment donné, de pouvoir centraliser toute cette donnée-là, achat, pour les achats, au sein d'un système, ça va permettre effectivement de collecter ce fameux taux de service de l'ERP. Oui, mon fournisseur livre en temps et en heure. Ça va permettre éventuellement de récupérer les problématiques qualité. Mon fournisseur fait pas de la bonne qualité, il faut mettre en place un plan d'action. Donc moi, acheteur, j'ai cette information-là qui remonte. J'ai mon fournisseur qui a un petit problème économique, enfin en tout cas, il a une note de rating, par exemple, qui est dégradée. Donc je récupère cette information. Et à partir du moment où, quelque part, vous avez tout un tas de sources d'informations historiques qui peuvent exister, le fait d'aller concentrer, en guillemets, toute cette donnée dans un système d'information achat, ça va être un cockpit de pilotage. Vous allez avoir votre fournisseur, vous allez voir effectivement quels sont les problèmes qu'il peut avoir, dégradation d'un rating financier, je vais voir effectivement ce qui se passe,
Éventuellement même, dans certaines entreprises, je vais aider mon fournisseur à ce qu'il fonde pas les plombs, voire je vais lui trouver un partenaire, voire je vais le racheter, parce que on a pu connaître ça dans certains cas où finalement le fournisseur était racheté par l'entreprise. Un incident qualité qui se répète, c'est une dégradation aussi de la prestation. Je monte un plan d'action avec mon fournisseur, avec mon qualiticien interne, avec éventuellement mes équipes. Et puis effectivement, je vais m'assurer que de l'incident qualité qui était peut-être récurrent, il va disparaître, réduire et disparaître. Ou éventuellement, même quand vous êtes tout bêtement, vous êtes sur des évaluations que vous pouvez opérer en interne pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on pense du ménage. À un moment donné, quand il y a une dégradation du ménage, en général, c'est les poubelles qui sont plus vidées ou des choses comme ça. Et ça vous permet, vous, en termes d'achat, d'aller faire une action vis-à-vis du fournisseur en lui disant, aujourd'hui, on n'est pas content de la prestation que tu nous donnes. Qu'est-ce que tu mets en place pour effectivement t'assurer que la satisfaction des utilisateurs internes que l'on peut évaluer régulièrement grâce au système d'information, comment tu fais pour améliorer cette prestation. Donc on voit bien que ce système d'information va permettre d'agréger tout un tas de points d'information, se mettre des alertes et traiter l'exception, parce que c'est ça qui est important en fait. Le but, c'est pas d'avoir tout ce travail-là pour tous les fournisseurs, c'est de finalement se préoccuper de ce qui va ressortir de ces exceptions-là. Et évidemment, c'est pas pour ça qu'il faut pas rencontrer les fournisseurs. Alors, vous avez répondu à la question qu'on s'apprêtait à poser, mais ça n'est pas grave. Je vais vous en poser une toute dernière qui va vous paraître frapper du sceau de la naïveté, mais est-ce que c'est compliqué d'utiliser ces systèmes d'information pour les acheteurs et pour tous ceux qui ont besoin de s'en servir? Est-ce que c'est compliqué ou pas? Ça nécessite de l'accompagnement. Dans la mise en place. Ça veut dire que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que s'il y a une équipe projet, si aujourd'hui on sait exactement où on veut aller, si on a défini un cahier des charges et notre besoin, tout est possible avec un système d'information. Maintenant, il faut correctement le dimensionner. Il faut que, en interne, l'entreprise qui achète ou qui, en tout cas, qui va être l'utilisatrice de cet outil, sache exactement où elle veut aller et quel est son besoin. Derrière, c'est juste le déploiement et faire en sorte que tout le monde adhère au projet. À partir du moment où tout le monde adhère au projet, on gagne sur tous les plans. On gagne sur l'efficacité, sur le temps passé sur les sujets, et on gagne à pointer finalement où peut y avoir un problème avec certains de nos fournisseurs, et puis tout de suite mettre en place ce plan d'action qui permettra de résoudre tous ces problèmes qu'on a cités, qualité, supply, achat, compétitivité, qui derrière mettront du sens finalement dans la relation et permettront encore une fois, on l'a cité, d'avoir ce développement de l'entreprise et d'avoir ce développement d'une direction achat. Et la perche est lancée quelque part. Avant de lancer un projet de système d'information, il faut avoir une équipe projet, un sponsor qui va mettre les bons messages au bon endroit. Si à un moment donné, vous avez un process, le process procure to pay, parce que c'est celui qu'on entend souvent, il paraît pas forcément majeur pour les achats, mais par contre, pour engager l'ensemble de l'entreprise, c'est important. Vous vous adressez à tout le monde dans l'entreprise. Donc, si vous voulez mettre en place un process outillé qui engage l'ensemble de l'entreprise, alors il faut forcément avoir le message de la bonne personne. Il faut savoir communiquer auprès de tout ce monde-là. On va se résumer, parce que le temps a filé, on s'est régalé. On se résume, en bref. « 30 secondes pour laisser une trace, en tout cas celle qui vous paraît la plus importante, qui commence. Allez. Honneur aux dames. Sabrina. Ouais, écoutez, moi, sur le sujet en tout cas de l'acheteur augmenté, aujourd'hui, on a des besoins qui sont identifiés. Il y a des entreprises de plus grandes et plus moyennes et plus petites tailles qui aujourd'hui ont conscience que la direction des achats doit évoluer et ont conscience que sur le marché aujourd'hui, on a des outils qui sont utilisables, qui sont déployés et qui permettent encore une fois d'avoir cet acheteur augmenté, de mettre les compétences humaines d'une personne, d'un collaborateur achat, d'une direction achat, de mettre ces compétences au profit de l'entreprise. Et le fait d'avoir ces systèmes d'information permettent, quoi qu'il en soit, lorsque c'est bien déployé, lorsqu'il y a vraiment une équipe projet tout au long du processus, de maîtriser cette conduite du changement et de maîtriser l'optimisation des directions achats aujourd'hui. On n'avait pas dit 30 secondes? Oui. Ah. Ouais, bavarde, Sabrina. Alors, et du coup, j'avais ma conclusion et je l'ai préparée. L'acheteur augmenté n'est pas un Terminator. Je m'étais noté ça, qui viendrait du futur en sachant exactement ce qui va se passer pour changer le présent. En fait, il essaye de collecter tous les indices qui vont permettre d'anticiper et d'orienter les achats pour le futur. Donc ça, c'est important. Effectivement, l'acheteur augmenté, c'est un homme, c'est un humain qui va parler beaucoup avec son fournisseur et son marché et qui va parler beaucoup en interne pour pouvoir exécuter ses missions. Mesdames, Messieurs, on a eu pendant 45 minutes une addition de passion, d'enthousiasme et d'expertise. On n'est pas loin de la définition du bonheur, non? Franchement,
Bien, merci à tous les deux de votre participation et puis à très bientôt. Que la journée vous soit douce.